Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un cas clinique sur le coma hyperosmolaire. Avant de débuter cet exposé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin d'avoir d'autres exposés et d'autres cas cliniques. Tout d'abord, par rapport à l'énoncé, il s'agit de Monsieur R, 76 ans, 70 kg et diabétique depuis 20 ans, se présente aux urgences pour vomissement et diarrhée ayant débuté il y a 5 jours. Il dit ne plus s'alimenter et boire très peu à cause des nausées persistantes. Il est confus et désorienté, il n'est plus sûr d'avoir pris son traitement, c'est-à-dire la metformine 3 fois par jour, depuis que les symptômes ont commencé. Il urine cependant beaucoup plus que d'habitude et a très soif. Tout d'abord, il y a plusieurs mots-clés à retenir dans cet énoncé. On apprend qu'il s'agit d'un patient de 76 ans, il est relativement âgé. Ici, l'information de 70 kg est peu informative car on ne connaît pas la taille du patient, afin de calculer l'indice de masse corporelle. On apprend qu'il s'agit d'un patient diabétique depuis 20 ans. Il s'agit donc d'un ancien diabète de type 2. On apprend qu'il a des signes cliniques de vomissement et de diarrhée. Tout ça, ce sont des causes de déshydratation. Il dit ne plus s'alimenter, boire très peu. Ça, ce sont des causes qui accentuent sa déshydratation. Il n'est plus sûr d'avoir pris son traitement, c'est-à-dire la metformine 3 fois par jour. Il faut savoir que la metformine, c'est un traitement hypoglycémiant. Donc ici, comme il ne prend plus son traitement, il y a une majoration de la glycémie. On apprend également qu'il urine beaucoup plus que d'habitude et a très soif. Ça nous rappelle les signes cliniques du syndrome polyuropolydipsique. Le médecin réalise une échographie rénale qui s'avère normale. La tension de Monsieur R est de 100 pour 70, donc de 100 pour la pression artérielle systolique et de 70 pour la pression artérielle diastolique. Son rythme cardiaque est de 110 battements par minute. Le médecin note également un signe duplicutané. Des bilans sanguins et urinaires sont réalisés. Ici, on apprend que le médecin a réalisé une échographie rénale. Le but principal de cette échographie est d'écarter l'insuffisance rénale par obstruction. Ici, elle est normale, donc il s'agit d'autres causes de troubles rénaux. Par rapport à sa tension artérielle, ici, il y a une baisse importante de la volémie, il y a donc une réduction du volume systolique, il y a alors une compensation par une augmentation de la fréquence cardiaque, d'où la fréquence cardiaque de 110 battements par minute, ce qui est élevé. Le médecin note également la présence du pli cutané. Ici, il s'agit d'un signe clinique de la déshydratation extracellulaire. Concernant les bilans sanguins et urinaires, on va tout d'abord les interpréter. Ici, le bilan sanguin, on l'interprète au fur et à mesure. Par rapport au sodium, il est élevé. Il s'agit donc, c'est le reflet de la déshydratation. Par rapport au potassium, ici, il est augmenté. Il faut faire attention car l'hyperkaliémie est une urgence vitale car il y a un risque d'arrêt cardiaque. Alors, au laboratoire, il faut savoir s'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse hyperkaliémie. Il faudra donc éliminer les pseudo-hyperkaliémies dans lesquelles l'augmentation de la concentration plasmatique de potassium est due au relargage du potassium intracellulaire dans le sang. On observe ces situations, on les observe dans plusieurs situations. Tout d'abord en cas d'hémolyse, s'il y a une agitation trop violente du tube ou s'il y a la pause trop prolongée du garrot. Également en cas de coagulation dans le tube, mais notamment en cas également d'hyperleucocytose majeure, quand on a plus de 100 000 leucocytes par millimètre cube, ou en cas de thrombocytémie, dans lesquels on a plus de 1 million de plaquettes par millimètre cube. Ensuite, il faudra s'assurer qu'il s'agisse d'une hyperkaliémie vraie à l'aide d'une deuxième mesure. Par rapport à la créatine sérique, il s'agit d'un marqueur de souffrance rénale. C'est un paramètre intéressant, mais il faut calculer le débit de filtration glomérulaire. On pourra par exemple l'estimer avec la formule de Cockcroft et Go. Concernant l'urée, il y a également une augmentation. Alors ici, on a une augmentation conjointe de l'urée et de la créatinine. L'une des causes les plus fréquentes de cette augmentation est la diminution du débit de filtration glomérulaire. Par rapport aux protéines, ici on a une augmentation de la protéinémie par hémoconcentration. Le glucose, après conversion, on obtient une glycémie de 7,3 g par litre, ce qui est juste énorme. À ce stade, on peut déjà suspecter un coma diabétique. Par rapport à l'hématocrite, il a augmenté, c'est également un reflet de la déshydratation. Par rapport au bilan urinaire, ici la diurèse de la créatinine est augmentée, la diurèse de l'urée est augmentée, la diurèse du sodium aussi, ainsi que la diurèse du potassium. Tout ça, on va l'interpréter dans le cas clinique. On apprend également qu'il y a la présence d'une glycosurie massive et l'absence de cétone. Donc la glucosurie massive peut déjà nous orienter vers un coma diabétique. L'absence de cétone peut déjà à ce stade nous écarter le coma acidocétosique.
par rapport aux questions. La première question, de quoi souffre Monsieur R? Quel est le mécanisme physiopathologique du trouble de Monsieur R? Quelles sont les complications possibles? Et enfin, quelle est la prise en charge à mettre en place? Par rapport à la correction, de quoi souffre Monsieur R? Ici, on va séparer la question en plusieurs pathologies afin de définir notre hypothèse diagnostique. Tout d'abord, on suspecte un diabète de type 2 non équilibré. Il y a plusieurs arguments qui nous orientent vers ce diagnostic. Tout d'abord, les arguments biologiques. Le patient présentait une hyperglycémie sévère à 7,2 g par litre, associée à une glycosurie massive. Également les arguments cliniques. Le patient présentait une polyurie ainsi qu'une polydipsie. Et parmi ces antécédents, le patient prenait un traitement par la metformine. Je le rappelle, il s'agit d'un antidiabétique oral insulinosensibilisateur de la famille des biguanides. Ici, le patient avait arrêté son traitement à cause des vomissements. Par rapport à la deuxième pathologie, il y a également une hyperosmolarité. Au niveau biologique, on va faire les calculs. Tout d'abord, l'osmolarité plasmatique. Après calcul, on obtient une osmolarité de 388 milliosmoles par litre. Le patient a donc une hyperosmolarité plasmatique. Par rapport à l'osmolarité urinaire, après calcul, on obtient 2000 milliosmoles par litre. Le patient a donc une hyperosmolarité urinaire. Parmi les signes cliniques, le patient présentait des confusions, donc ce qui est signe d'une hyperosmolarité associée à l'absence de cétose dans les urines. Comme je l'avais dit plus tôt, on peut déjà écarter le coma acidocétosique et favoriser le coma hyperosmolaire. Pour l'insuffisance rénale, ici on avait une augmentation de la créatinémie. Maintenant, il faudra alors confirmer s'il y a une insuffisance rénale à l'aide de la clairance de la créatinine. On peut utiliser la formule de Cockcroft-Ego. Elle a plusieurs avantages, notamment c'est une technique simple, elle ne nécessite pas de recueil urinaire, juste une simple prise de sang. Elle prend en compte le poids et l'âge, particulièrement intéressant chez le sujet âgé. Elle est plus précise pour les valeurs basses. Ici, on a la formule. Pour rappel, K est égal à 1,23 pour les hommes et 1 pour les femmes. Ici, on obtient un débit de filtration glomérulaire de 26 ml par minute. Le patient est donc en insuffisance rénale sévère. Maintenant, il faudra savoir s'il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë ou d'une insuffisance rénale chronique. Il y a plusieurs paramètres qui vont nous orienter vers ce diagnostic. Tout d'abord, les créatininémies antérieures étaient, pour notre patient, normales. Un premier argument en faveur de l'insuffisance rénale aiguë. Par rapport à l'hémoglobine, elle est normale. Un petit rappel sur la physiopathologie. En cas d'insuffisance rénale chronique, l'anémie est multifactorielle. La raison principale, cependant, est l'hypoprolifération des globules rouges due à une diminution de la production en érythropoïétine. Par rapport à la calcémie, chez notre patient, elle était normale, ce qui nous fait un deuxième argument en faveur de l'insuffisance rénale aiguë. Concernant le phosphore, il était également normal. Un petit rappel concernant la physiopathologie dans l'insuffisance rénale chronique. Ici, cette pathologie est responsable de la baisse d'excrétion des phosphates que l'on observe en 1, ainsi que de la baisse d'expression des phosphates et de la déficience en 1-alpha-hydroxylase de la vitamine D. Cette déficience va diminuer l'absorption intestinale de calcium, observée en 3, la baisse de la calcémie, l'hyperphosphatémie et la déficience en 1,25-dihydroxyvitamine D vont alors augmenter la libération de PTH, également appelé parathormone, qui va causer l'hyperparathyroïdie secondaire. Enfin, concernant le contexte, le patient avait une apparition soudaine associée aux signes de déshydratation extracellulaire. Tous ces arguments nous orientent donc vers l'insuffisance rénale aiguë. Maintenant, il faudra savoir il s'agit de quel type d'insuffisance rénale aiguë afin de définir le traitement. Donc ici, le médecin avait réalisé une échographie rénale associée à un examen radiologique de l'abdomen sans préparation. Donc cela va nous permettre de savoir, à l'échographie rénale, on va rechercher s'il y a la présence de dilatation pyélocalicielle. Si oui, il s'agit d'une insuffisance rénale obstructive, sinon il s'agit d'une insuffisance rénale fonctionnelle ou organique. Dans notre cas, cette échographie était tout à fait normale. Il faudra donc savoir de quel type d'insuffisance rénale aiguë s'agit-il. On va pour cela calculer les indices rénaux. Voici les différents indices utilisés. Le premier, il s'agit du rapport du sodium urinaire sur le potassium urinaire.
chez le patient, il était de 0,86. Premier argument en faveur de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Pour le deuxième rapport, c'est également en faveur de l'insuffisance rénale fonctionnelle. Pour le troisième rapport également, ainsi que le rapport de la créatinine urinaire sur la créatinine plasmatique. Donc, concernant tous ces rapports, il faut garder à l'idée, pour mieux les retenir, que le rein tente de garder le sodium et d'excréter l'urée, la créatinine et le potassium en cas d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. L'urine excrétée sera donc peu abondante, pauvre en sodium, riche en potassium, acide et très concentrée en osmole, particulièrement en urée. La réabsorption de sel et d'eau au niveau du tube proximal s'accompagne d'une réabsorption passive d'urée, ce qui va expliquer l'augmentation plus importante de l'urée plasmatique par rapport à la créatinine au cours des insuffisances rénales aiguës fonctionnelles. Maintenant, il faudra savoir il s'agit de quel type d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Est-ce que le médecin prenait des médicaments, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les inhibiteurs d'enzymes de conversion de l'angiotensine ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2? Si oui, il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle hémodynamique, sinon, il s'agit d'une hypovolémie. Et donc dans notre cas, il s'agissait d'une hypovolémie vraie, car le patient présentait une déshydratation extracellulaire. Enfin, par rapport à la déshydratation intracellulaire, plusieurs arguments. Tout d'abord, concernant la biologie, le patient présentait une hypernatrémie associée à une hyperkaliémie, associée à une hyperosmolarité urinaire et plasmatique. Par rapport à la clinique, le patient avait une polyurie et une soif intense. Enfin, par rapport à la déshydratation extracellulaire, le patient avait une hyperprotéinémie associée à une augmentation de l'hématocrite. Par rapport à la clinique, le patient présentait des vomissements et des diarrhées depuis 5 jours, donc c'est-à-dire qu'il avait des pertes extra-rénales, avec des hypotensions, des tachycardies, ainsi que le signe du pli cutané. Notre hypothèse diagnostique, après tous ces éléments, on va donc suspecter une hyperosmolarité sur un terrain de diabète de type 2 associé à une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, avec un risque de coma. Quel est le mécanisme physiopathologique du trouble de Monsieur R? Tout d'abord, il y avait l'arrêt du traitement associé à la déshydratation, ce qui va provoquer une majoration de la glycémie. En effet, quand le glucose sanguin est supérieur à 12 mmol par litre, la filtration du glucose est supérieure à la réabsorption, et il y aura alors augmentation de la présence de glucose dans les urines, ce qui provoque notre glycosurie. Ensuite, le glucose filtré va entraîner une diurèse osmotique, également appelée polyurie osmotique. Il y aura alors une déshydratation et une déshydratation extracellulaire. La déshydratation extracellulaire va provoquer des déshydratations neuronales associées à des léthargies et des convulsions, également une hypoperfusion rénale avec une diminution du débit de filtration glomérulaire qui sera à l'origine de l'insuffisance rénale aiguë. Cette insuffisance rénale aiguë va être à l'origine de l'hyperosmolarité qui va engendrer la déshydratation intracellulaire. Ici, on a donc la déshydratation intracellulaire qui va venir s'ajouter à la déshydratation extracellulaire initiale. Ici, il s'agit en fait d'un cercle vicieux. L'hyperglycémie engendre la polyurie qui engendre la déshydratation. Elle-même va provoquer l'insuffisance rénale qui va à son tour majorer la glycémie. Tout ça, c'est le cercle vicieux du coma hyperosmolaire. Quelles sont les complications possibles? On va les détailler en fonction des différentes pathologies. Tout d'abord, pour l'hyperosmolarité, il y a le risque d'évolution vers le coma hyperosmolaire, le collapsus, les hypokaliémies, les hyperviscosités causées par la déshydratation massive, qui sera responsable de thrombose veineuse et artérielle. Au niveau de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, il faut savoir que la mortalité au cours de cette insuffisance rénale est de 50%, toutes causes confondues. Il faudra également faire attention aux complications cardiovasculaires, aux complications métaboliques telles que les hyperkaliémies, les surcharges hydrosodées, les dénutritions, ainsi que l'évolution vers l'insuffisance rénale chronique. Enfin, par rapport au diabète de type 2 non équilibré, elles sont connues, c'est les macroangiopathies, les microangiopathies, ainsi que le risque infectieux. Quelle est la prise en charge à mettre en place? Il y a tout d'abord l'hospitalisation, car il s'agit d'une urgence avec un risque vital.
Dans cette hospitalisation, il y aura alors la réalisation d'un électrocardiogramme afin d'évaluer l'impact de la kaliémie sur le plan cardiaque, ainsi que les bilans des gaz du sang, pour évaluer l'acidose métabolique. Ensuite, il y aura les traitements étiologiques et symptomatiques. Pour le traitement étiologique, il y a tout d'abord, en première intention, l'insulinothérapie par voie intraveineuse avec seringue électrique. Après arrêt des hypoglycémiens oraux, on va associer un traitement antiémétique et antidiarrhéique, car le patient se plaignait de vomissements et de diarrhée. Ensuite, ce qui est très important, c'est le traitement symptomatique. Ici, il faudra tout d'abord restaurer la volémie à l'aide d'une réhydratation orale ou remplissage de soluté cristalloïde isotonique, c'est-à-dire du chlorure de sodium à 0,9% en voie intraveineuse. On pourra également faire un traitement de l'hyperkaliémie, uniquement si celle-ci va dépasser les 7 mmol par litre, associé à un diurétique de Lens à forte dose, ainsi que des épérinates de calcium pour lutter contre l'hyperviscosité. Par rapport à la surveillance clinique, il faudra surveiller la conscience, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le poids, la diurèse. Au niveau biologique, il faudra suivre la régression de l'hémoconcentration et de l'insuffisance rénale. Bien sûr, associer une éducation thérapeutique pour suivre le diabète et rééquilibrer le traitement. Par rapport aux références utilisées, j'ai utilisé le MICBook ainsi que les cas cliniques de biochimie des éditions Prépa Pharma. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner afin d'avoir plus de contenu et d'autres cas cliniques. Merci beaucoup.